Vous avez réussi à traverser les méandres du CNIT et pour ça, bravo. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce colloque de clôture. Vous allez voir le programme et vous l'avez vu, le programme est quelque peu chargé. Donc je vous propose de démarrer tout de suite par la première table ronde. La vente HLM dans les territoires, quelle modalité, quelle réalité? On va commencer à se plonger dans les premiers résultats. Et pour m'accompagner durant cette prochaine heure et demie, je vous demande d'accueillir Vincent Christia, Adriana Diaconou, Johan Lacorte, Johanna Less, Florence Laurier et Johan Mio, s'il vous plaît. Je vous en prie. Installez-vous. Alors, bonjour, bienvenue. On va donc commencer à se poser la question de la réalité de cette vente HLM. Qu'est-ce qu'on peut en dire 4 ans après le début de cette recherche-action? Où est-ce qu'on en a vendu? Quelle géographie? Quelles sont les stratégies? Quels sont les flux aussi? Enfin, ou alors les stocks vendus? Quel profil et quelle trajectoire pour les acquéreurs? Vous allez voir, on va avoir des allers-retours entre nos équipes de chercheurs et les personnes qui sont autour de moi, plutôt des opérationnels. Vincent Christia, vous êtes directeur général de Lyon Métropole Habitat. Vous êtes là, bienvenue. Adriana Diaconou, vous êtes maîtresse de conférences en urbanisme et aménagement à l'université Grenoble-Alpes. Johan Lacorte, sous-directeur de la législation de l'habitat et des organismes de logement social au DHUP, ministère de la Transition écologique et de la Transition des territoires. Johanna Less, sociologue, anthropologue, équipe Peuple des villes et laboratoire de sciences sociales appliquées. Florence Laurier, directrice générale adjointe de l'opérateur national de vente. Vous nous direz en quoi consiste cet opérateur au sein du groupe Action Logement. Johan Mio, professeur d'urbanisme et d'aménagement à l'université Gustave Eiffel. Bienvenue à toutes et tous. Adriana, c'est vous qui allez lancer le bal, si je puis dire. Évidemment, comme vous le savez, on va se garder un moment à la fin pour que vous puissiez poser des questions. Ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez également nous en poser. On fera en sorte de trouver un porte-parole à vos interrogations. Peut-être un premier panorama général de la vente HLM. Alors, est-ce que tous les bailleurs sociaux, Adriana, pratiquent ou pas la vente? Ah oui, il faut la... Bouton rouge, bouton vert. Ah oui. Je ne sais pas si ça fonctionne. Le micro, oui, c'est bon. Non, c'est censé. Ça marche ou pas? Rouge pour revenir en arrière, vert pour avancer. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, donc... Normalement, si vous avez le permis, ça marche. Non. Alors, venez en vert. Repartez dans l'autre sens. Voilà. Merci beaucoup. Donc, alors, avant de commencer, peut-être juste dire que je représente une équipe de chercheurs, chercheuses de plusieurs laboratoires, plusieurs universités de Lyon et Grenoble, coordonnées par Lydia Coudroy de Lille. Et nous avons travaillé à partir de données statistiques à l'échelle de la France et des départements du Rhône et de l'Isère, ainsi qu'à partir des données qualitatives, notamment sur ces 2 départements. Alors, pour répondre à la première question sur les bailleurs qui vendent des logements, en effet, sur la période 2013-2021, on observe qu'environ 2 tiers des bailleurs sociaux enregistrent au moins une vente. Et si on regarde sur une année, un peu plus de la moitié des bailleurs enregistrent des ventes, avec des grandes différences entre les types des bailleurs, donc entre les entreprises sociales pour l'habitat et les offices publics de l'habitat. Donc en moyenne, on peut dire que à la fois la part des ventes dans les patrimoines et les produits des ventes sont 2 fois plus importants pour les ESH que pour les offices publics de l'habitat. Et alors, on est à combien approximativement en moyenne? Là, on voit... J'ai du mal à voir les chiffres, mais on est quand même sur des volumes qui sont
loin des 1% que l'État souhaitait mettre en vente? Tout à fait, je peux expliquer un petit peu ce graphique. Donc, la première courbe représente, donc celle qui est ascendante, représente l'augmentation des volumes des ventes qui sont toutefois loin, on peut dire, des objectifs de vendre 1% du patrimoine, ce qui revient à environ 40 000 logements par an, sachant que le parc est aussi en augmentation de 1,5% sur cette période, grosso modo. Donc on est plutôt à une augmentation qui est franche à partir de 2018 de la loi Elan, donc une augmentation entre des volumes entre 8 et 9 000 logements vendus au début de la période, donc avant 2018, et on arrive vers 12 000 environ logements vendus à la fin de la période observée. Toutefois, donc on est quand même très très loin effectivement de l'objectif. Voilà, donc on peut dire que c'est un quart de cet objectif, donc environ 2,3 logements pour 1000 ou 0,23 si on veut. Il faut toutefois ne pas négliger ce que cela représente par rapport aux produits des bailleurs. Donc, il faut quand même spécifier que la vente HLM, la vente aux particuliers, représente une partie des produits réalisés par les bailleurs, donc à partir des loyers, mais aussi à partir d'autres types de ventes, les ventes en bloc entre bailleurs sociaux, les ventes à des collectivités, des ventes à des sociétés, notamment par exemple des locaux commerciaux. Mais ces produits sont importants pour amener des fonds propres et pour équilibrer les budgets des bailleurs, comme ça a été spécifié en introduction. Et on a une idée de ce que ça peut constituer en termes de part pour ces bailleurs, ces ventes? Est-ce que ça a augmenté, pas augmenté? Comment... Oui, tout à fait. Donc, on peut dire que la vente, ce qu'on appelle la vente HLM, donc la vente à des particuliers, représente une part stable et de plus en plus importante du produit des ventes, environ 3% des produits d'activité plutôt, et avec les autres formes de vente, 10% grosso modo. Ça, ce sont des résultats à partir d'un travail plus approfondi sur l'activité des 6 bailleurs du Rhône. Mmh. Voilà, qui montre cette augmentation, avec encore une fois des différences entre OSH et OPH, donc entre ceux qui vendent plus et ceux qui vendent moins. Évidemment, hein, vous pouvez retrouver à la fois à l'extérieur les synthèses plus précises et le QR code dont on vous parlait tout à l'heure que vous avez sur la petite carte. Alors, on voit bien que ça a augmenté, mais qui sont les bénéficiaires de ces ventes? On voit la deuxième courbe, celle qui descend. Donc on voit que la part des ventes aux occupants, donc aux locataires en place et aux ayants droit, conjoints, ascendants, descendants, diminue. Sur la période, entre environ 42% en 2013, 32% en 2021, donc on a quand même en moyenne. 10 points. 10 points, mais si on regarde à une échelle plus large, au début des années 2000, on est à environ 60% des ventes à l'occupant. Et si on regarde des territoires en particulier, par exemple dans le Rhône, on est à 17% des ventes aux occupants, alors que la part des accédants qui provient du parc privé, elle augmente. Donc pour le Rhône, on est à 60% des acheteurs qui viennent du parc privé. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que la vente HLM est une vente sociale parce qu'il y a une décote. Une décote par rapport au prix du marché pour des logements avec des caractéristiques similaires. Et cette décote est en moyenne de 29%, un peu plus de 29%. Et elle s'applique au premier acheteur, alors que nous avons observé que la probabilité qu'un logement HLM soit revendu dans les 9 ans qui suivent la première vente, une ou plusieurs fois, est supérieure à la probabilité de revente des logements du parc privé. Donc 25% des logements vendus au début de cette période sont revendus dans les 9 ans qui suivent, notamment après les 5 ans de clause antispéculative, alors que uniquement 11% des logements du parc privé sont revendus sur la même période. Et ils sont revendus sans décote, évidemment? Voilà, sans décote, la plupart du temps à des prix supérieurs et cette différence peut augmenter, par exemple dans les marchés très tendus, dans la métropole de Lyon, à 50% de plus par rapport au premier prix. Donc on peut dire que cette décote est une forme d'effet d'aubaine pour les premiers acheteurs. Ouais.
Au moins ceux qui proviennent du parc locatif. Ouais, mais Adriana, on reviendra à vous. Peut-être une première réaction. Vincent Christia, vous qui êtes directeur général de Lyon Métropole Habitat, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on vient d'entendre ? Bonjour à tous. Écoutez, là aussi, moi, je vais parler pour mon organisme qui est un OPH. C'est peut-être du coup un peu particulier par rapport à ce que vous dites, parce que moi, j'ai pas les chiffres macro que vous avez sur les familles. Pour ce qui concerne cet organisme Office public de l'habitat, on a une habitude de vente HLM qui est assez forte. Alors, on n'est pas du tout au 1%, mais je dirais qu'on fait une centaine de ventes par an sur un parc de 35 000 logements. Donc ça reste quand même, en tout cas pour ce que je connais des collègues rhône-alpins, un chiffre assez important de ventes HLM. Et après, effectivement, on a, je pense, des courbes qui sont assez proches des tendances générales, avec une accélération du volume, effectivement, depuis les années 2018 jusqu'à aujourd'hui, une centaine de logements vendus chaque année. Puis par rapport à ce qui a été dit juste dernièrement, après, effectivement, on peut souscrire à ces limites, on va dire, notamment dans la vente classique. Par rapport aux reventes de deuxième ou troisième rang. Je l'évoquais et je crois que ça sera évoqué aussi dans la journée. Nous, on a aussi de plus en plus de ventes à travers un dispositif un peu nouveau qui est le bail réel solidaire, qui permet effectivement de se sécuriser par rapport à ça. Donc c'est intéressant. On va beaucoup en parler aujourd'hui, Vous ça en c'est parlerez certain. un peu plus tard. Et puis c'est vrai qu'effectivement par rapport au public, ça répond aussi à cette donnée-là. Alors là aussi, à l'échelle de l'organisme, moi j'ai des chiffres qui sont un peu meilleurs que on va dire que les chiffres globaux sur la part d'occupants, ou en tout cas la Elle part est à combien du côté de chez vous ? Aujourd'hui, nous, on a à peu près 60% des ventes qui se font, alors pas forcément à l'occupant, mais en tout cas un locataire du parc social. Et à peu près parmi ces 60%, c'est 50-50, donc c'est 30% d'occupants, de locataires occupants de chez nous, 30% de locataires du parc social. Donc qui viennent d'un autre bailleur social mais qui du coup achètent chez nous. Et effectivement, du coup, il reste 40% de gens qui ne sont pas locataires du parc social. Et de manière très concrète, comment vous faites pour avoir ces chiffres, vous ciblez ? Oui, après nous on a pour le coup, c'est ce que j'évoquais aussi à certains collègues, nous on a la chance aussi d'être organisé en interne avec une équipe dédiée. Et donc effectivement qui va faire un ciblage très particulier en termes de communication auprès des locataires du parc social en général. Bon, ça c'est aussi parce qu'on a des moyens humains pour le faire, hein. Donc du coup on y passe plus de temps pour aller chercher des publics qui sont plus adaptés à nos objectifs. Parce que l'objectif clairement c'est de créer un parcours, une trajectoire résidentielle. Donc là il y a cette équipe qui cible et qui va au-devant en fait, qui est vraiment dans une forme d'aller vers. C'est ça que vous nous dites ? En tout cas oui, tout à fait. On va aller vraiment faire un travail de communication auprès de nos propres locataires, mais aussi les locataires de l'ensemble des autres bailleurs. On va travailler aussi à la question des locataires qui sont aujourd'hui en dépassement de plafond de revenus, qui peuvent être dans notre parc ou dans d'autres parcs, en leur disant effectivement que c'est aussi une modalité de sortie du parc social que de devenir propriétaire d'un logement social. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui marche assez bien. On les cible pour ce qui nous concerne, on en a assez peu, mais on les cible aussi là-dessus vraiment en les incitant à aller vers ce type de parcours. Florence Laurier, alors vous représentez ici l'ONV, peut-être commencer, et le groupe Action Logement, peut-être commencer, Florence Laurier en tant que directrice générale adjointe. L'ONV, pour ceux qui n'auraient pas la chance de vous connaître, c'est quoi ? Bonjour à toutes et à tous. Alors l'ONV, c'est effectivement une structure du groupe Action Logement, c'est une SA d'HLM et quand vous parlez effectivement dans le cadre de la loi Elan de la forte accélération voulue par l'État sur la vente HLM, l'ONV est l'incarnation de cette volonté d'accélérer la vente HLM puisque on a été créé en tant que société de vente HLM dans le cadre de la loi Elan, précisément pour remplir deux missions. La première, c'est acheter en bloc des immeubles à des bailleurs sociaux. Donc, avec le cash qu'on leur verse, ça leur permet de dégager des fonds propres pour accélérer leur développement ou leur réhabilitation. Et le second volet de notre mission, il est le même que celui que les bailleurs sociaux qui pratiquent la vente HLM en direct. On vise à favoriser les parcours résidentiels, principalement des locataires occupants qui occupent les logements que l'on rachète. Et alors, peut-être une première réaction à ces chiffres que Adriana nous a présentés ? Oui, tout à fait. Ce que l'on pensait au moment de la loi Elan, c'est qu'effectivement, il allait y avoir une forte accélération de la vente HLM
Alors, on y a contribué, évidemment, dans le paysage, mais ce que l'on observe, nous, c'est qu'on est plutôt sur un modèle qui évolue à marche plutôt lente. C'est-à-dire que le choc que l'on imaginait à ce moment-là, il n'a pas eu lieu. Pour autant, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une accélération chez nous du nombre de bailleurs qui souhaitent nous confier du patrimoine, nous céder du patrimoine, puisque cette année, on va atteindre le seuil des 50 bailleurs qui travaillent avec nous. Et ce qui est intéressant avec le recul de 5 ans que l'on a aujourd'hui, c'est de constater que les premières années, on a très majoritairement travaillé avec des ESH. Et là, depuis 1 an ou 2, la tendance s'inverse un petit peu. Alors les ESH restent toujours nos bailleurs partenaires principaux, mais on voit de plus en plus d'OPH qui souhaitent travailler avec nous. Donc ça, on le met directement sur le compte du contexte de crise actuelle et de modèle économique qui est de plus en plus contraint pour les bailleurs et qui n'épargne finalement aucune famille. On reviendra évidemment sur le profil un peu plus tard. Donc on voit bien effectivement qu'il y a un petit frémissement. Pourtant, on n'atteint pas les 1%. Est-ce que ça vous étonne ? Sur le fond, non, ça ne m'étonne pas parce que je pense que c'est pas quelque chose qui se décrète, l'évolution d'un modèle, surtout dans notre secteur qui est un secteur qui travaille sur des temps longs. Donc finalement que la vente HLM n'ait pas prospéré aussi vite qu'on l'imaginait, avec un peu de recul, moi je trouve pas ça si étonnant que ça. Pour autant, aujourd'hui, on est quand même dans une situation qui oblige à une forme de pragmatisme, puisque on parlait du modèle, enfin je parlais du modèle économique tout à l'heure. On voit bien qu'on y vient par obligation, puisque ça permet d'équilibrer la structure financière des organismes. La vente HLM, c'est devenu un dispositif qui est gestionnaire, mais ça le devient progressivement et par la force des choses. Et puis l'autre aspect des choses également, c'est qu'il ne faut pas oublier que la vente HLM, elle a un caractère conjoncturel. Ça fait partie d'un dispositif et d'une stratégie, mais quand des taux d'intérêt augmentent de 3 points en 6 mois, comme on l'a connu il y a 1 ou 2 ans, forcément, ça met un peu à mal le dispositif de vente HLM. Et c'est là que l'ONV peut aider les acteurs, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. On va y revenir. Johan Lacorde, peut-être, qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres ? Bienvenue. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaitais remercier l'ensemble des acteurs qui sont associés à ce programme de recherche au nom de l'État, enfin en tout cas du ministère chargé du logement, puisque voilà, on est sur des travaux qui sont essentiels pour éclairer des objectifs politiques qui ont été énoncés au moment de la loi Elan en 2019, avec, je dirais, 3 grands objectifs. Un objectif de mixité sociale, je pense que les travaux de cette journée l'éclaireront. Un objectif qui porte sur le modèle économique des bailleurs sociaux. Est-ce qu'au travers de la vente HLM, on peut dégager suffisamment de ressources supplémentaires pour financer l'investissement, dans un contexte qui, depuis 2019, ça a été dit déjà en propos introductif, a beaucoup évolué et pas de manière favorable. Et enfin, une idée aussi qui était qu'au travers de la vente de logements HLM, on favorise l'accession à la propriété et que finalement, ça répond à une vision favorable d'un modèle de stabilisation, de parcours social, de parcours de vie. Voilà. Donc ça, ce sont des objectifs politiques qui ont été énoncés. Il nous semble, en tant que service de l'État, il nous semble important de pouvoir objectiver, rationaliser ces objectifs, les évaluer et voir si finalement ce qui était attendu se retrouve traduit dans les faits. Alors sur le premier point, qui est le panorama général et finalement les chiffres de ces ventes, on a des chiffres au niveau de la DHUP qui sont légèrement différents de ce qui a été indiqué tout à l'heure. Vous le savez sans doute, nous publions chaque année une brochure, la brochure des données financières. Donc là, nous avons publié en septembre dernier la brochure qui porte sur l'année 2022. Et ces chiffres-là donc montrent que sur un total de produits à l'échelle de l'ensemble des OLS, des organismes de logement social, on a un peu moins de 39 milliards de produits et 5%, donc soit à peu près 2 milliards représentés par les ventes de logements HLM. Je vous prie d'excuser.
Ce qui représente du coup, en termes, est-ce qu'on est sur vos chiffres, on est quand même à moins d'1% ou là vous avez le produit, mais ça fait 5% en fait des produits des organismes à l'échelle, enfin comme si on avait un organisme unique regroupé à l'échelle nationale. Donc bon. De toute façon, enfin, ça ce sont nos chiffres. On voit aussi, et puis ça inclut des ventes entre bailleurs sociaux évidemment. Ce ne sont pas que des ventes. Ah oui, donc en fait on parle pas. Pardon, je suis béotienne un peu, il est peut-être un peu tôt, cher ami, mais ça veut dire qu'on ne parle pas de la même chose là. On ne parle pas nécessairement de la même chose. Ah d'accord, ok, merci. Si on regarde uniquement les ventes à des personnes physiques, effectivement, on retrouve après les mêmes chiffres. D'accord, ok. Bon, ça veut dire qu'on converge. On converge, bien sûr. Mais voilà, donc simplement pour resituer cet objectif de financement dans un contexte plus large qui est finalement l'ensemble des produits dont disposent les organismes, on voit qu'on est à un montant de 2 milliards par an. En 2021, on était hors vente produite par les SEM à 1,5 milliard. Et ce qu'on voit aussi, c'est, ça a été dit, on a une tendance plutôt à la décroissance des ventes. Voilà. Donc ça, c'est sur les éléments factuels que côté ministère du Logement, nous pouvons apporter. Mais on va y revenir justement. Je me tourne vers vous, Johan Mio. Vous représentez le laboratoire LATS Clercé. Ces stratégies de vente, alors peut-être on peut un peu plonger dans ce que vous avez pu avoir à observer. Vous déjà peut-être, où est-ce que vous avez fait cette enquête? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des critères? Oui, bien sûr. Donc, moi, je représente donc une équipe avec ma collègue Cécile Vignal, qui est représentante du Clercé. Moi, je suis représentant du LATS. Et donc, on a travaillé à l'échelle de 5 organismes de logements sociaux dans 2 types de contextes de marché différents. Un, on va dire entre guillemets, entre marchés tendus, le marché de la métropole européenne de Lille, et un autre, celle des villes, et un autre plus détendu, celle des villes moyennes du département de l'Aisne. Donc voilà un peu les terrains qu'on a étudiés à partir d'entretiens semi-directifs auprès de professionnels de la vente, des commerciaux, mais également ceux qui ont réalisé les plans de vente et qui ont été à la manœuvre dans la réalisation des conventions d'utilité sociale. Et alors, qu'est-ce que vous avez pu voir en termes de stratégie? Alors, d'abord, sur stratégie, il faut d'abord réfléchir sur les finalités de la vente, et on peut dire qu'il y a 2 types de finalités qui s'opposent avec des positionnements différents des organismes. Un premier pôle qui est celui de compenser les effets négatifs des réformes austéritaires de l'État concernant les organismes de logements sociaux, et plus particulièrement la réduction de loyer de solidarité qui touche. Et donc cette modalité, elle concerne principalement les organismes publics d'habitat en raison de la très forte APLisation de leurs locataires. Donc ça, c'est le premier pôle. Et puis un second pôle qui est plutôt celui des entreprises sociales de l'habitat qui vont plutôt utiliser la vente comme un moyen de conquérir de nouveaux marchés à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale. Et donc, et entre ces 2 pôles opposés, il peut y avoir un continuum de stratégies, mais c'est grosso modo ces 2 stratégies qu'on peut voir apparaître. Et alors, qu'est-ce qu'on vend ? Eh bien, ce qu'on vend, on vend le fait principal que nous, on fait ressortir, et ma collègue y reviendra, ce sont des logements amortis, donc anciens, donc à bas loyer, ce qui a un effet majeur sur la capacité de réponse aux besoins de demandeurs qui sont de plus en plus modestes et qui ont besoin de plus en plus de logements à bas loyer. Et ce qu'on voit, nous, c'est qu'on a une réduction de l'offre à très bas loyer dans nos territoires. Mais au-delà de ça, peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir que les critères de vente, donc le premier critère de vente, c'est celui, le primat de la vente de la valeur nette comptable, qui est le premier filtre à partir duquel les organismes de logements sociaux raisonnent pour sélectionner leurs biens à vendre. Et donc, alors pour moi qui n'y comprends rien, la valeur nette comptable, c'est quoi ? La valeur nette comptable, c'est la valeur que l'on peut retirer de la vente du logement quand on a défalqué les restes d'emprunt ou les investissements qui ont été réalisés dans la maintenance du bien. Donc combien ce logement-là, ce F5, un PLAI déjà amorti, celui-là il me rapporterait tant, c'est celui-là que je vais vendre ? Oui.
Parce qu'il va avoir une meilleure valeur nette comptable qu'un logement qui va avoir 20 ans, construit récemment, où il reste encore potentiellement des emprunts à rembourser à l'issue de la vente. Et donc il y a cet élément de sélection, et d'autant que dans les grilles de sélection, dans les grilles d'analyse, tant de la part de l'État local que de la part des collectivités locales, le critère de loyer n'a jamais été pris en compte pour analyser les effets ou les effets potentiels de la vente sur le fonctionnement du parc. Ça veut dire que même s'il est amorti, un logement qui a 40, 50 ans, j'en sais rien, très social, on n'intègre pas la valeur du loyer dans le calcul. C'est vraiment que la valeur nette comptable. Exactement, et on n'intègre pas le fait que le logement, par exemple, a un loyer de 3,3 € par mètre carré qui permet de répondre à des ménages sous plafond PLAI, alors que 77 à 80% de la demande dans nos terrains sont pour des ménages en PLAI. Et alors, il y a d'autres critères, j'imagine aussi, qui sont liés au contexte un peu réglementaire. Oui, tout à fait. Les autres critères, hein, ensuite, après ce primat de la valeur nette comptable, hein, qui est le premier critère, on va retrouver les obligations réglementaires imposées par l'État, et secondairement celles des collectivités locales. Et je dis secondairement parce que les critères réglementaires que demandent les collectivités locales, ce sont plutôt les OPH qui vont avoir tendance à les respecter, parce que ils sont rattachés à des collectivités locales. En revanche, les ESH, dans leurs négociations, peuvent jouer du fait que l'État et l'État local est le seul signataire de l'ACUS pour négocier certains critères qu'ils vont juger comme trop restrictifs pour ne pas les appliquer, et donc inscrire à la vente des programmes qui auraient été refusés par les collectivités locales malgré leur délibération en conseil communautaire ou en conseil municipal. Troisième critère, évidemment, il y a un aspect de contexte. Oui. Des aspects de contexte, un aspect de peuplement, un critère de peuplement qui a été ressorti, qui recouvre deux choses. D'abord, les locataires, la capacité des locataires à acheter le logement ou surtout à le quitter, puisqu'on vend massivement non pas des locataires occupants mais des logements vides à destination d'autres populations. Donc dans quelle mesure on va pouvoir facilement faire partir ces locataires aux marges du droit au maintien dans les lieux, et ensuite l'attractivité de l'environnement social des résidences pour les acheteurs, afin d'éviter les conflits de voisinage, les dysfonctionnements au sein des copropriétés. Et donc ça se fonde sur un ensemble d'outils de cotation sociale et technique préexistants à des résidences, et sur lequel se fonde ce troisième critère. Pardon, mais justement, quand vous dites une cotation sociale et technique préexistante des résidences et l'attractivité de l'environnement social des résidences, concrètement, c'est quoi ? Eh bien, par exemple, donc on va regarder, alors très concrètement, ça peut être des critères de surpeuplement ou de sous-peuplement, donc la bonne adéquation entre la taille du ménage et son logement. Ça peut être des critères donc de plafond de revenus, est-ce qu'on a des locataires qui sont au-dessus des plafonds de revenus ou non. Ça peut être aussi la part du nombre de locataires en demande de mutation dans la résidence, notamment dans la perspective de se dire que ces ménages vont pouvoir partir. Et puis après, des critères aussi d'ambiance revenant des équipes techniques locales, par exemple le nombre d'incivilités présentes, la bonne maintenance des lieux, etc., qui vont pouvoir déterminer, qui vont créer ces notes techniques et sociales. Ce qui veut dire, mais on ira d'abord, allons au bout. Il y a un dernier critère en termes de gestion notamment. Oui, et donc les derniers critères sont des critères en termes de gestion pour les organismes de logements sociaux, c'est qui visent à ne pas fragiliser l'activité locative, voire à l'améliorer. Donc par exemple, ne pas fragiliser l'activité locative, c'est ne pas vendre ce qui va être le plus demandé, même si on n'intègre pas les loyers, mais par exemple c'est de se dire aujourd'hui il y a une forte tension sur les petits logements, donc c'est les petits logements qu'on va le moins vendre dans les terrains qu'on a étudiés, mais aussi améliorer l'activité de gestion locative. Par exemple, on a des organismes de logements sociaux dans les territoires détendus qui nous disent on fait de la vente à la casse, on vend les logements dont on veut se débarrasser, qui ne nous servent plus, et on passe même par des agences immobilières autres que les sites internet des organismes de logements sociaux, etc., en disant on vend le plus vite et on essaye de se débarrasser de ce parc vacant qui est
un poids pour le fonctionnement de nos organismes. Parce qu'en plus, il ne part pas par les dispositifs classiques. Alors en fait, c'est pas le bailleur social ou des commercialisateurs classiques qui vont le vendre. Ce sont des petites agences immobilières à qui on va donner mandat de vendre ce logement dont hyper vacant, hyper dégradé, qu'on n'arrive plus à louer depuis parfois 5, 7, 10 ans dans ces marchés détendus. Et enfin, le dernier critère, c'est des critères techniques et notamment liés à la configuration foncière et à la capacité au logement à devenir à bien s'intégrer dans une copropriété facilement gérable. Mmh. Donc là-dedans, si on doit conclure, on est quand même dans des logiques marchandes qui ont bien pénétrer l'espace du logement social, quoi. En tout cas, nous, ce qu'on voit, et c'était nos lunettes qu'on a prises, c'est d'analyser, de se dire que on assistait à un processus de transformation d'un bien public ou parapublic en une marchandise. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a largement marqué dans nos analyses, c'est qu'on voit bien que le logement est de plus en plus considéré comme un actif, un bien dont on doit tirer une plus-value à court ou moyen terme, inscrit dans un patrimoine et dont il faut extraire la valeur le plus rapidement possible. Donc là, on est clairement dans une forme de changement de paradigme, changement de culture. Oui, de notre point de vue, c'est bien ça. Est-ce que vous êtes, Vincent Crissier, en train de changer de culture ? Non, disons qu'après, moi, je le vois peut-être de manière plus opérationnelle, on va dire. Après, c'est vrai que ce qui est certain, c'est que la vente, je crois qu'aucun bailleur n'est très heureux de la faire, de manière générale. Je veux dire, la vente HLM, c'est pas quelque chose qu'on fait, on va dire, même si on essaye, comme on l'a vu tout à l'heure. En gros, sans la loi Elan, vous seriez pas lancé dans la vente HLM. Enfin, non, c'est pas ça, c'est pas forcément la loi Elan, c'est aussi les contraintes de nos modèles économiques et le besoin d'investissement qui se fait ressentir. Donc ça, je veux dire, c'est comme ça aussi qu'on le perçoit pour beaucoup. Et si on n'en avait pas la nécessité, je suis pas certain qu'on vendrait autant. Après, effectivement, au final, aujourd'hui, c'est une réalité. Les chiffres que vous donniez aussi au niveau national, ils sont assez proches aussi chez nous. C'est-à-dire que je vous parlais de 100 logements par an sur 35 000 logements pour ce qui nous concerne. En chiffre d'affaires et en marge, on est dans ces mêmes eaux. C'est-à-dire que c'est 5% en marge du résultat de l'entreprise assez facilement. Et en chiffre d'affaires, ça peut même être supérieur. Donc on voit bien que ça prend aujourd'hui un relais qu'on le veuille ou non, qui est quand même aujourd'hui assez structurant dans notre capacité à maintenir des hauts investissements. Voilà. Donc après ça, c'est la réalité de nos modèles. En tout cas pour ce qui concerne LMH assez clairement, et je pense qu'on n'est pas, pour le coup, on a des niveaux, on va dire, d'implication dans la vente qui peuvent être effectivement assez hétérogènes. Pour ce qui concerne notre organisme, il est assez élevé, et donc on en est aujourd'hui assez dépendant. Donc je le dis pas de manière très positive, mais en même temps c'est la réalité de notre modèle. Vous êtes de toute façon tenu par l'équilibre des comptes, c'est un peu... Oui, c'est pas tant l'équilibre des comptes que la capacité d'investissement de nouveau, c'est qu'on souhaite rénover le patrimoine, on souhaite continuer à produire du logement neuf, et si on veut le faire aujourd'hui dans les conditions qui sont celles qu'on connaît, en fait, c'est une des pistes les plus sérieuses. Et si on tire le fil au vu de la description que vient de nous faire Johan sur la typologie des logements, est-ce qu'on vend les bijoux de famille ? Alors pour ce qui nous concerne, pas vraiment. Et pour le coup, là aussi, je pense qu'on a tous vraisemblablement des stratégies qui peuvent être assez variées dans la manière dont on cible les logements qui sont mis à la vente. Pour ce qui nous concerne, effectivement, vous l'avez dit, il y a évidemment un critère économique qui est assez central, parce que c'est quand même la raison initiale pour laquelle on se met en situation de vendre. Après, nous, on s'autorise, et aussi on peut le faire parce qu'on est sur un territoire qui est extrêmement tendu. Donc, on va dire le parc de Lyon Métropole Habitat, il est globalement situé dans des communes qui sont très tendues, avec des prix de marché qui sont assez élevés. Et donc, ça nous offre en quelque sorte, par rapport à d'autres bailleurs qui ont peut-être des hétérogénéités plus fortes dans la valeur de leurs biens, ça nous offre une vraie capacité de choix aussi pour intégrer des critères qui sont, on va dire, plus d'ordre social, c'est-à-dire effectivement comment vit la résidence, où est-ce qu'elle se situe en termes de territoire, est-ce qu'elle est sur un territoire qui est aujourd'hui plutôt en déficit de logement social, ou au contraire qui est largement occupé par du logement social. Donc nous, c'est des critères qu'on regarde aussi. On peut se le permettre aujourd'hui parce qu'effectivement on a suffisamment de capacité, on va dire, de choix pour le faire. Donc vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez pu vendre ?
C'est-à-dire Comme typologie, est-ce que vous avez vendu en QPV Oui. Alors après, nous, oui. Et, pour ce qui relève de notre métropole, oui, ça va de la ville de Lyon on va dire intramuros à des communes qu'on classifie en QPV, en quartier prioritaire de la ville. Tout à fait, oui, c'est possible qu'on ait les deux. Après, c'est vrai que sur des communes comme la ville de Lyon, c'est intéressant parce que c'est une commune qui aujourd'hui essaye quand même d'atteindre ses objectifs de part de logement social. Et donc on a fait quelque chose d'intéressant récemment, c'était au fond de se dire peut-être qu'on peut retirer de la vente un certain nombre de résidences qu'on avait historiquement fléchées pour ça et qui ont permis de vendre un certain nombre de logements mais qui aujourd'hui sont un petit peu, on va dire, en stagnation parce que les locataires qui y sont aujourd'hui n'ont pas envie de bouger, ils sont très bien et nous ça nous va aussi. Et au fond on est en train de regarder comment on peut finalement sans augmenter les autorisations de vente de la commune de Lyon finalement en retirer certaines pour en démarrer de nouvelles. Et donc ça c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que ça permet vraiment à la ville de se dire voilà moi j'ai un enjeu de ne pas descendre le nombre de logements sociaux sur ma ville, puisque je ne suis pas encore à mon taux. Et donc le fait de pouvoir finalement retirer certains biens pour en mettre d'autres est quelque chose qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent, mais qui finalement a plutôt intéressé les élus de la ville. Parce que ça permet quoi? Une petite dentelle qui n'aurait pas été possible autrement? Oui, puis effectivement, en fait, ce qui peut se passer aussi pour certains élus, et c'est tout à fait légitime, c'est de se dire finalement, dans certains micro-quartiers ou certaines résidences, peut-être que nous, on projette à moyen long terme, à 10-15 ans, peut-être une dégradation globale d'une résidence qui serait finalement plus maîtrisée par un institutionnel comme un bailleur social. Donc avec une vraie demande politique de maintenir une majorité des logements, on va dire, à la main du bailleur social et donc du coup dans une copropriété finalement s'éviter tout risque de décrochage de la copropriété. Et donc ça, ce genre de discussion, en fait, ça nous amène à ce type de choses. C'est-à-dire que finalement, on va se dire plutôt que de cibler un nombre limité de biens et de les imaginer à terme sortir complètement du parc, on va peut-être en avoir un peu plus et on va vendre un peu moins dans chacune de ces résidences en l'assumant étape par étape en fait. Donc ça c'est intéressant de nouveau parce que ça répond aussi vraiment à la préoccupation de l'élu local de dire voilà moi je veux m'assurer dans la durée finalement le peuplement de cette résidence il se passe bien, que les nouveaux acquéreurs ils arrivent à payer leurs annuités, que tout se passe bien et que finalement je ne me retrouve pas avec quelque chose dont le bailleur s'est retiré et moi l'élu local je récupère quelque chose qui ne tourne pas bien. Ouais. Donc ça c'est intéressant et on le travaille vraiment avec la ville de Lyon de manière assez originale depuis quelques mois. Merci beaucoup Florence Lourier. Alors qu'est-ce que vous inspire tout ce qu'on vient de se dire? Je me retrouve beaucoup dans tout ce que vous venez de dire. Donc, l'ONV, c'est un outil de financement, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va trouver dans notre manière de travailler cette préoccupation qui consiste à optimiser la valeur d'un bien, parce qu'on va pouvoir de cette manière en offrir le meilleur prix au bailleur qui va nous proposer un immeuble. Et en même temps, on n'est pas une structure de défaisance non plus. Donc ça veut dire que toutes les préoccupations que l'on a sur l'aval de la chaîne, qui est la revente, on la partage pleinement. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à fabriquer des copropriétés qui seront des copropriétés qui vivront de manière difficile dans les prochaines années. Et on a aussi le souci de pouvoir optimiser la vente auprès des accédants. Donc quand on achète un immeuble à l'ONV, l'une des premières choses qu'on va regarder, bien entendu, c'est cette fameuse VNC, parce que c'est celle qui va déterminer d'une certaine manière la valeur nette comptable. Voilà, c'est la valeur nette comptable qui est au bilan du bailleur qui nous propose du patrimoine. Et donc, c'est ce qui va déterminer ce que lui va pouvoir avoir comme marge derrière en nous cédant du patrimoine. Donc, attendez, si je tire le fil, ça veut dire que plus la valeur nette comptable est grande, plus ça vous intéresse? Non, en fait, c'est pour eux l'intérêt, c'est pas tant pour nous. C'est plus elle est basse pour eux et plus ils vont pouvoir maximiser la marge qu'ils vont faire en nous cédant du patrimoine. Un exemple très simple, vous avez un immeuble qui a une VNC de 100 000 euros, enfin je dis c'est un fictif, Bien sûr. 100 000 euros au bilan pour un logement.
on l'achète 150, il va faire une marge de 50. Donc, et si sa VNC avait été de 50, il aurait fait une marge de 100. Donc en fait, plus le bien est amorti dans le bilan d'un bailleur, plus la VNC est basse et plus c'est intéressant pour lui. Donc, est-ce que vous achetez tout? Ça veut dire qu'en fait, on vous fait des propositions et vous déterminez si c'est intéressant ou pas? Exactement, et on n'achète pas tout. Et on n'achète pas tous précisément parce qu'on n'est pas une structure de défaisance comme je l'ai dit. Donc on est attentif à la qualité du patrimoine que l'on achète. On va regarder exactement les mêmes critères que ceux qui ont été décrits, hein, c'est-à-dire l'occupation sociale, donc l'âge des acquéreurs, leur capacité de financement derrière, hein, puisque ce qui nous importe, c'est qu'ils puissent être solvables pour pouvoir acheter leur logement. Et puis, on va regarder également comment est-ce que la future copropriété vit. S'il y a des sujets de tranquillité résidentielle, ça nous arrive de ne pas acheter un immeuble. Mais pour autant, on reste bien également, et ça c'est important dans notre modèle, un accélérateur pour le bailleur qui nous cède du patrimoine. C'est-à-dire que quand il nous cède un patrimoine, financièrement, il gagne 14 ans de remontée de fonds propres par rapport à une vente qu'il aurait réalisée lui-même. Donc il a ce bénéfice-là, et c'est en ça qu'on est un outil de financement pour le secteur HLM. Et on le dérisque aussi d'une certaine manière, puisque une fois qu'il nous a cédé du patrimoine, il a touché le produit de la vente. Si le marché derrière de l'immobilier s'oriente à la baisse comme on l'a connu ces dernières années, si les taux d'intérêt augmentent et ralentissent les ventes, finalement c'est nous qui avons en portage cet immeuble ou ces logements, et c'est nous qui portons le risque aussi. Ouais. Donc l'intérêt, il est double. Ce qui évite effectivement de se retrouver, comme nous disait Johan, avec du patrimoine qu'on est obligé de mettre dans l'agence du coin. De manière plus large, Johan nous faisait un petit peu... nous dessinait l'appartement typique qui était mis sur le marché. En préparant ces échanges, on a parlé à un moment de bijoux de famille. Est-ce que vous estimez que finalement c'est ça qu'on met en vente ? Non, je pense qu'on ne met pas toujours en vente les bijoux de famille. Alors, ça dépend de la conception qu'on a du bijou de famille. Et effectivement, on en parlait en préparant ce colloque. Un bijou de famille, selon moi, c'est un immeuble qui est déjà suffisamment amorti pour pouvoir générer de l'autofinancement. C'est un immeuble qui est plutôt bien situé en termes de commercialité. Et donc, ce ne sont pas forcément les immeubles qu'on va retrouver en priorité dans les plans de vente des bailleurs. Qu'en pense l'État ? Qu'en pense l'État ? L'État déjà partage globalement tout ce qui a été dit. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs points de vue qui sont à l'œuvre, et c'est normal puisqu'il y a plusieurs logiques d'acteurs. Si on se place du point de vue de l'État, cet instrument finalement qui a été apporté par la loi Elan, qui permet d'amplifier les ventes, c'est un outil parmi d'autres pour aider au financement du secteur. Mais évidemment, il n'est en aucun cas question de remettre en question la mission d'utilité sociale des bailleurs, qui sont là, qui ont un parc historique avec de nombreux actifs. Et il n'est pas question de brader ces actifs d'une part, et d'autre part d'aller dans des volumes de vente tels que ça aurait un effet sur de déséquilibre. Voilà, sur la capacité à répondre à la demande. Mais est-ce que le fait d'avoir en focus la valeur nette comptable n'est pas déjà un début de déséquilibre potentiel ? Moi, je ne pense pas. C'est juste de la rationalité économique. Ouais. Donc ça, c'est du point de vue de l'État, je disais, à une échelle macro. Voilà, il y a un outil parmi d'autres. Et après, lorsqu'on descend à l'échelle soit du bailleur, soit de l'opérateur national de vente, c'est clair qu'il y a des logiques qui relèvent de la rationalité d'un marché, et qui sont à l'œuvre, et ça fait partie du dispositif. En revanche, il y a quand même des garde-fous, et on y reviendra sans doute d'ailleurs par la suite, mais l'État et les bailleurs sont engagés par des conventions d'utilité sociale qui ont une durée de 6 ans, qui sont d'ailleurs co-signées dans la plus grande partie des cas par les collectivités territoriales. Et au travers de ces conventions d'utilité sociale, on doit mettre en place une stratégie pluriannuelle de vente avec un programme
programme qui est acté par l'ensemble des parties et qui permet de déployer la vision du bailleur sur le territoire par rapport à ces enjeux. Et c'est là où finalement je voulais en venir, parce qu'au final, il y a des enjeux sur le territoire. Est-ce qu'il est, on parle de vente en zone tendue ou en zone non tendue? Est-ce qu'on parle de vente en QPV ou hors QPV, enfin un quartier prioritaire de la ville ou pas? Est-ce qu'on est en train de parler d'une commune qui est carencée au titre de la loi solidarité et renouvellement urbain? Et voilà. Et est-ce qu'on s'inscrit, j'allais dire aussi, en faisant référence peut-être à un texte plus récent, mais est-ce qu'on s'inscrit bien aussi dans la circulaire, dans la logique de la circulaire d'octobre 2023 sur la mixité sociale? Voilà, tous ces sujets, je pense qu'au travers de la stratégie du bailleur et des acteurs de la puissance publique à l'échelle du territoire, ils doivent être pris en compte et se traduire par une stratégie de vente. Voilà. Après, effectivement, il ne s'agit pas, à notre sens, de vendre les bijoux de famille pour vendre les bijoux de famille, si je peux me permettre. Et vous avez bien raison de vous permettre, Johan Lagorde. Justement, merci. Vous nous emmenez directement sur la question des gouvernances locales. Est-ce qu'il y a une forme d'homogénéité sur ce qui se passe dans les territoires ou pas? Adriana, je reviens à vous. Qu'est-ce que vous avez... Ah ben voilà, c'est très clair. C'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de cette carte? On voit qu'il y a des grosses disparités régionales, départementales. Oui, en effet. Donc, si on regarde encore à l'échelle de la France hexagonale, on voit donc sur cette carte notamment les proportions des ventes par rapport au patrimoine dans les différents départements. Et en tête, c'est le Grand Est où les taux de vente sont 4 fois plus élevés qu'en Île-de-France, par exemple. Nous avons ensuite des différences en termes de volume qui suit aussi la géographie du logement social en France, avec des volumes importants, même si les taux sont un peu plus faibles dans le nord. Des volumes importants et des taux importants dans les Pays de la Loire, par exemple en région Auvergne-Rhône-Alpes. De manière générale, dans tous ces départements, les ventes sont concentrées dans les intercommunalités où les marchés sont les plus tendus, où les prix sont les plus élevés. Même si dans les Pays de la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes, on va voir après plus en détail, finalement les parcs sont plus dispersés entre les départements, entre les territoires, ce qui est moins le cas dans d'autres régions qui vendent le plus en taux de vente par rapport au patrimoine, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, où les volumes de vente sont un peu plus faibles et les ventes sont plus concentrées dans les grandes agglomérations, ainsi que les parcs sont plus concentrés, on le voit, dans quelques départements de ces régions. Après, on peut dire que des régions qui vendent moins par rapport à leurs parcs sont la Bretagne, la Normandie par exemple, où les ventes aussi se font davantage en milieu rural à des prix plus faibles. Ce qui est plus important, ou plus fin, disons, au niveau de l'observation, c'est le regard à l'échelle communale. Donc, on a réalisé ce travail à l'échelle de la France entière, mais là, je montre... Donc, on est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je montre cette analyse à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour voir un peu mieux. Ces différences, encore une fois, en taux de vente, donc le pourcentage de vente par rapport au parc des communes dans cette région. Où on voit donc que les grandes agglomérations, les métropoles de Lyon, de Grenoble, Clermont-Ferrand se situent finalement dans la moyenne qu'on avait annoncée tout à l'heure de 2,3 pour 1000 logements vendus, alors que là où on voit les nuances les plus foncées, ce sont des communes rurales. Des communes rurales qui n'ont pas forcément des marchés très détendus. Ce sont plutôt des territoires en valorisation, soit parce qu'elles sont dans des aires d'influence, par exemple en Nord-Isère, dans l'aire d'influence de la région lyonnaise, ou en territoire touristique ou périurbain. Et donc, on voit des diminutions qui sont fortes, donc des taux de vente beaucoup supérieurs au 1%, on arrive à 7%, voire 16%. Et sur plusieurs années, cela représente une diminution forte, pour la moitié par exemple, ou quasiment la disparition des parcs sociaux dans ces territoires ruraux,
qui ont pourtant des besoins de logement social. Et dans ces territoires, la reconstitution du parc est très difficile, voire impossible. Oui, mais alors, ça, vous l'expliquez comment? Ça veut dire qu'il y a quoi, un contexte politique, institutionnel qui crée ces conditions? Alors, il y a d'une part une stratégie des bailleurs de rationaliser leur activité par rapport aux différents territoires et donc d'être moins dispersés, notamment dans des territoires ruraux. Par exemple, mais il s'agit aussi des questions de gouvernance dont je voulais parler, donc des grandes inégalités entre les collectivités, notamment les petites communes rurales et les métropoles, dans leur capacité à réguler la vente, à imposer des conditions et à être des partenaires dans les discussions, les négociations autour des logements qui sont autorisés à la vente. Et donc, pour expliquer ces différences de gouvernance, je peux donner deux exemples que nous avons regardés, que nous avons comparés. La métropole de Lyon, d'une part, et l'Isère, le département de l'Isère, et ces différentes intercommunalités, d'autre part. Pardon, Adriana, de vous couper, mais alors là, dans votre carte, est-ce qu'on peut situer vaguement, sauf si c'est clair pour tout le monde, mais Lyon, par exemple, c'est le petit bout qui est à droite ? C'est la tache jaune au centre. C'est une tache jaune. D'accord. Et la métropole grenobloise, c'est le Y au sud d'Isère, plutôt sur la droite. Ok, super. Non, mais comme ça, voilà, on arrive à se situer un peu. Merci beaucoup. Et donc, je vous ai coupé. Donc, expliquez-nous un petit peu, dans le contexte justement de Lyon, par exemple, comment est-ce qu'on explique cette réalité ? Alors, la grande différence, c'est que la métropole de Lyon a obtenu la compétence sur l'aliénation des biens, donc la métropole remplace l'État local pour les autorisations de vente des logements sociaux sur le territoire métropolitain depuis 2016. Donc, ça fait un certain temps. C'était aussi un contexte politique favorable à la vente et la métropole de Lyon s'est dotée de toute une série d'outils, d'observation, une charte de bonnes pratiques et peut-être le plus important, a réussi à mettre en place une programmation des ventes en autorisant en même temps les plans de vente de l'ensemble des bailleurs de la métropole, plans de vente annexés aux conventions d'utilité sociale. Donc cela s'est passé en 2019 avec différentes options, comme ça a été mentionné, vente par exemple en privilégiant la vente aux locataires en place ou en limitant à 50% les ventes dans une copropriété afin d'éviter les situations de copropriété fragile ou la vente à un office de logement de foncier solidaire, donc vente en BRS. La grande différence par rapport à l'Isère, où les intercommunalités n'ont pas cette compétence, et donc c'est l'État local, la DDT, qui donne les autorisations des ventes, c'est que dans ces territoires, les ventes se font, on peut dire, en ordre dispersé, et il y a toute une série des pratiques qui sont très différentes, il y a aussi un manque de volonté d'homogénéisation de ces pratiques entre les bailleurs, qui sollicitent au fil de l'eau des autorisations pour des ventes qui ne sont pas inscrites dans le CUS. Et donc, cela fait que les collectivités manquent de visibilité sur ce qui est mis en vente, sur ce qui est vendu, effectivement. Et également, on peut dire que leur pouvoir pour mettre des conditions, pour réguler la vente en fonction des demandes de logement social sur leur territoire, est très limité, notamment pour les communes qui ne sont pas déficitaires au regard de l'article 55 de la loi SRU. Ce qui se passe sur le terrain, donc ce qu'on a pu voir à partir des entretiens, c'est qu'il y a quand même des essais de dialogue, notamment avec les bailleurs qui sont considérés des bailleurs de proximité, en amont des demandes d'autorisation, pour entraîner les bailleurs dans une logique territoriale de réinvestissement sur les mêmes territoires et de rééquilibrage entre les quartiers de l'offre de logement social qui est produite. Merci beaucoup, Adriana. Johan, je me tourne vers vous. Vous avez aussi quelques résultats. Oui.
Alors nous, on a des résultats qui sont à la fois complémentaires et un petit peu divergents, dans le sens où un de nos terrains, la métropole européenne de Lille, a également pris la compétence concernant le suivi et l'analyse et l'autorisation de la vente de logements sociaux, notamment parce que c'était un territoire qui était fortement marqué par la vente depuis une précédente réforme, qui est la réforme de la loi MOL, mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, où les organismes se sont mis à vendre dès ce moment-là. Et donc la métropole avait créé un service dès 2012 pour suivre la vente, porter des sujets, puis a pris donc cette compétence en 2016. Mais la loi Elan a eu quand même des effets déstabilisateurs, comme nous le dit l'État local. Les fonctionnaires de l'État local nous disent on a dû déposséder la MEL de sa compétence, notamment parce que la négociation s'étant effectuée à l'échelle des conventions d'utilité sociale avec des organismes de logements sociaux qui sont pluridépartementaux ou à l'échelle du département. En fait, la construction des plans de vente se faisait à travers l'analyse de plusieurs agglomérations, sur plusieurs marchés, sur plusieurs départements, et donc les organismes de logements sociaux, cette fois-ci, dialoguer avec l'État local, non pas simplement avec la métropole européenne de Lille, mais avec une multitude de collectivités locales. Et donc dans ce cadre-là, même si la métropole européenne de Lille a pu faire des délibérations avec des critères relativement convergents avec ceux de la métropole de Lyon, eh bien l'État local a parfois arbitré en défaveur de certains critères, notamment énergétiques, de la métropole européenne de Lille, en disant qu'ils étaient trop restrictifs, alors même que les fonctionnaires de l'État local nous disaient aussi à quel point ils avaient des pressions de l'État central pour réussir à atteindre le taux de 1% de mise en vente dans le plan de vente. Et donc de ce fait-là, il y a eu quand même une forme de déstructuration de la gouvernance, qui s'est renforcée aussi par le fait que la gouvernance s'effectuait beaucoup par l'autorisation au fil de l'eau de la mise en vente, qui permettait à la MEL d'avoir des données, de pouvoir faire un suivi effectif de la vente, et tout ça a un peu amené les organismes de logements sociaux à plus transmettre forcément leurs données, à avoir des difficultés à faire ce travail partenarial. Alors c'est au moment de notre enquête, et sûrement que le processus a repris, mais en tout cas ça a eu des effets déstabilisateurs pour une collectivité qui était pionnière dans l'encadrement et le suivi de la vente. Est-ce que vous avez un mot sur l'Aisne, rapidement, vraiment, 30 secondes? Et bien sûr, je suis désolée de vous presser. Sur l'Aisne, on est sur des collectivités qui ont très peu d'ingénierie territoriale. Je vais donner juste un exemple. La communauté d'agglomération du Pays de Laon, il y a une personne en charge de l'habitat pour la programmation neuve et pour la rénovation urbaine. Et elle dit, on n'a en aucune mesure de suivre la vente. Ça nous dépasse et ça vient nous surcharger. Et en plus, les organismes de logements sociaux, comme nous l'ont dit plusieurs fois des maires ou des fonctionnaires, ils n'avaient pas l'impression qu'on recueillait leur avis. Et d'ailleurs, on nous a montré le courrier, c'est information de mise en vente de votre bien, d'un bien sur votre commune. Et donc ils n'avaient pas l'impression de pouvoir avoir quoi que ce soit à dire sur la mise en vente du parc dans leur commune. Ouais, merci Johan de ces éléments. Je voudrais bien recueillir, Johan Lacorte, votre regard sur ce qui vient d'être dit, parce qu'après je veux vraiment qu'on aille voir les ménages qui ont acheté. Ça me paraît important qu'on puisse avoir le temps. Oui, merci. Tout d'abord, j'ai été frappé par certains taux sur, par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été mis en évidence là, par les travaux de recherche. Et effectivement, je pense que disposer de ce type d'analyse sera très utile pour les services de l'État, de façon à, lorsque les réflexions à un moment où s'engageront, où les évaluations s'engageront, disposer d'une matière scientifique, aussi objective que possible, pour construire la décision publique. Après, sur les cas particuliers qu'on peut entendre ça et là, moi je ne peux que porter un regard d'ensemble à l'échelle nationale. Je ne pense pas que l'État, les services de l'État entre eux s'exercent les uns sur les autres des pressions particulières. Enfin, on conduit une politique publique dans un cadre qui est celui fixé par le législateur, et on agit en ce sens en essayant de rester dans la mesure. Après, si on est sur des sujets de stratégie locale, je pense qu'effectivement, il y a un enjeu fort à ce que, à l'échelle d'un territoire, et qui dépasse probablement dans de nombreux cas le seul territoire de la commune, il s'agit de construire une vision
stratégique pour l'ensemble d'un territoire assez large, avec un cadrage global, avec une vision sur l'état des logements, une vision sur les décences énergétiques, une vision sur les typologies du parc et sur les besoins de leurs demandes vis-à-vis de ces typologies, une vision aussi sur les quartiers SRU, enfin les communes carencées SRU et de la mixité, on l'a déjà dit. Et le rôle de l'État localement, le rôle du préfet de département, c'est justement de construire cette vision-là. Parfois, ça nécessite des discussions, disons, fermes ou en tout cas exigeantes avec les élus, de part et d'autre d'ailleurs aussi, les élus vis-à-vis de l'État local. Mais voilà, notre conviction, c'est qu'on doit pouvoir y arriver, que globalement, la puissance publique doit y arriver. Enfin aussi, je souhaitais mentionner la volonté du gouvernement sortant. Alors, je ne sais pas quelle sera la volonté du futur gouvernement, mais de réfléchir... Si toutefois on a un gouvernement. Mais ça, c'est private joke. En tous les cas. Je me permets. Voilà, donc, on aura donc sans doute, et des réflexions sont déjà d'ores et déjà en cours, mais donc je pense qu'il y a de nombreux acteurs, et notamment les fédérations et les bailleurs, appellent de leur vœu une réflexion sur les conventions d'utilité sociale. Je crois que les travaux de l'ensemble des chercheurs qui ont pris la parole tout à l'heure montrent aussi qu'il y a un sujet sur ces conventions d'utilité sociale, dans la volonté d'en faire un outil non seulement plus stratégique, plus simple, et puis également... Qui va nécessiter, disons-le clairement, un petit peu mieux de coordination ? Oui, enfin, il faut prendre en compte l'ensemble des compétences. Elles sont partagées sur le logement, elles sont partagées entre de nombreux acteurs. Donc, il nous semble clair que ça doit faire l'objet ça doit être fait dans un cadre de concertation, de partenariat avec les acteurs locaux, mais aussi ça doit être plus simple, ça doit donner davantage de marge de manœuvre aux élus locaux et aussi aux bailleurs sociaux, de façon à disposer des leviers qui permettent d'atteindre des objectifs qui sont énoncés à l'échelle nationale, mais finalement dans la mise en œuvre et ceux qui réalisent ces objectifs sur le terrain, ce sont bien évidemment les bailleurs sociaux. Merci beaucoup, Johanne Lacorte. J'aimerais vraiment qu'on se tourne vers vous, Johanna, puisque vous allez ouvrir le bal sur le profil des acquéreurs. Johanna Lez, vous représentez le LASA. Vous avez travaillé spécifiquement, je crois, sur les Bouches-du-Rhône. C'est bien ça? Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur... Alors, qui achète, justement? Alors, avant de faire un point, je voudrais faire deux petites Mais je vous en prie, prenez le pouvoir. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Première chose, depuis tout à l'heure, j'entends parler de CNV, de marchandisation, de rationalité économique. Je voudrais juste rappeler en tant qu'anthropologue, et je reprends cette casquette-là, que le logement n'est pas qu'une valeur marchande et qu'il y a une fonction anthropologique à habiter, qu'il y a aujourd'hui 20% de personnes qui sont en difficulté dans le logement en France, c'est énorme. Et c'est un contresens anthropologique que de ne pas pouvoir loger toute sa population. La parenthèse étant finie, pour revenir sur la question des Bouches-du-Rhône, donc moi je voudrais préciser que j'ai travaillé auprès d'un seul bailleur sur des ventes qui se pratiquent de 2010 à 2021 et que du coup j'arrive à des résultats un petit peu différents de ceux que Johan a pu présenter. Et on viendra à Johan juste après. Et du coup, c'est intéressant de voir des disparités en fait, dans les stratégies de vente. Donc les ménages dont je vais parler, et j'y viens, sont des ménages qui sont concernés par ces ventes-là. Et je vais un petit peu préciser donc, quelques critères comme ça, on saura de quoi on parle et je vais venir au ménage tout de suite. Oui, juste il va falloir qu'on accélère un peu pour être sûr d'avoir le temps pour la salle, mais allez-y. Ok. Du coup, c'est plutôt des logements en PLUS, c'est des logements amortis, comme on l'a dit. C'est des logements qui ont une certaine attractivité, en ce sens que ce sont plutôt des maisons individuelles ou des logements collectifs proches d'aménités urbaines, sociales, etc. Et c'est des logements qui aussi sont plutôt situés dans des petites villes des Bouches-du-Rhône. Il y a très peu de logements sociaux à Marseille qui ont été vendus chez ce bailleur, alors que la part des logements sociaux à Marseille représentait 30% des logements sociaux. Et il n'y a que 2% des logements sociaux qui sont vendus là. Alors maintenant, j'y viens. Qui sont ces ménages? Qui sont ces familles? On a à peu près sociologiquement 3 catégories. On a des catégories modestes qu'on pourrait qualifier de populaires contemporains, c'est-à-dire des ouvriers de l'industrie, des personnes qui travaillent dans le tertiaire, des catégories d'employés. Ensuite, on a des personnes
plutôt un peu plus aisées, c'est-à-dire catégorie des intérimaires qualifiés, des infirmières, des aides-soignantes, des nounous, des assistantes maternelles, et puis on a des personnes en rupture familiale ou en rupture biographique, et donc là ça va plutôt concerner des femmes. Dans l'enquête, il y a eu à peu près un pourcentage important de familles monoparentales et de femmes. Et ces femmes-là, c'est plutôt des femmes issues des classes moyennes supérieures qui, suite à une rupture conjugale ou le décès d'un conjoint, connaissent la pauvreté. Je rappelle que quand les femmes divorcent, elles sont à 80% à vivre de l'appauvrissement. Et on voit aussi que c'est une accession qui est un peu plus tardive, notamment. Oui, alors quand on observe en fait l'âge d'accession des ménages sur mon enquête, je rappelle que 100% des personnes qui ont accédé dans l'enquête à l'accession à la propriété sont issues du parc social et 75% étaient occupantes de leur logement, ce qui diffère un peu des résultats qu'on a présentés. Et que du coup, elles accèdent plus tardivement. Oui. À partir entre 45 et 54 ans, alors que les indicateurs nationaux, ils donnent plutôt une première accession entre 35 et 44 ans. Est-ce que ça veut dire que le bailleur, il y a une stratégie d'accompagnement spécifique sur l'accession à la propriété? Comment ça se passe? Alors il y a deux choses. La première chose, c'est que le bailleur a choisi de vendre des biens attractifs et a choisi de s'adresser aux catégories, on va dire, les plus aisées de son parc, donc il est sûr de pouvoir vendre ses logements. Aussi, la stratégie du bailleur, elle tient dans le fait qu'elle cherche à trouver des personnes qui vont être solvables, et donc effectivement peut-être que l'âge est lié au fait qu'on cherche des personnes plus solvables et donc qui ont progressé dans leur carrière professionnelle. L'enquête révèle qu'en fait, entre leur moment de rentrer dans le parc social en tant que locataire et le moment de l'accession, il y a toujours eu, dans la plupart des cas, une petite ou une ascension sociale. Et est-ce qu'ils n'auraient pas pu, ces ménages, bénéficier d'une accession dans le marché libre? Ça n'aurait pas été possible. Enfin, pour les ménages de l'enquête, d'ailleurs, il y a une forme de grande reconnaissance auprès du bailleur. Tous les ménages auraient été ou sont complètement exclus de la propriété et de l'accession à la propriété dans le marché libre. C'est aussi tout ce qui a fait sa valeur pour eux de cette accession, et c'est pourquoi eux-mêmes, ils renvoient d'un point de vue sociologique à tout l'enjeu de la marchandisation aujourd'hui du logement et du secteur du logement, puisque sans cette opportunité, ça n'aurait pas été possible. Merci Johanna. Johan, alors vous aussi, vous avez travaillé sur les profils, qu'est-ce que vous avez pu voir? Oui, alors là je vais parler sous le contrôle de ma collègue Cécile Vignal qui connaît mieux, avec qui on a fait l'enquête. Et elle vous contrôle. Voilà, mais elle me contrôle de la salle, c'est parfait. Nous, en fait, on a donc une hétérogénéité de bailleurs, hein, on a 5 bailleurs qu'on a enquêtés. Et déjà le premier élément, c'est que conformément en plus à notre enquête quantitative, il faut bien voir que les locataires occupants sont très minoritaires. Dans notre échantillon, sur 42 ménages, on en a 4 qui sont locataires et occupants, et les locataires du parc social sont également minoritaires conformément aux données quantitatives de l'échelle à l'échelle régionale, 18 sur 42. Donc quand on regarde ces deux données à la fois quantitatives et qualitatives, il faut bien voir que la vente HLM n'est pas une filière d'accession à la propriété majoritairement pour les locataires du parc social. Ça, c'est le premier point. Alors, quel profil en conséquence? Eh bien, on va avoir deux types de profils. En fait, on pourrait dire qu'on a une polarisation de l'accession par le haut et par le bas. D'un côté, une part importante de professions et catégories sociales supérieures, 22 sur 42 dans notre échantillon, et 17 professions et catégories sociales plus populaires. Alors, sur les professions et catégories sociales supérieures, il faut voir qu'il y a une part importante de ménages hétérogames qui les place moins dans le très haut de la hiérarchie sociale que dans sa fraction intermédiaire haute de la hiérarchie sociale. Et cette part quand même de classe populaire, ça témoigne d'une accession encore possible pour ces classes populaires, à condition qu'elles soient stables ou âgées.
conformément un peu à ce qu'a pu dire Johanna Liss. Et puis de l'autre côté, pour les classes supérieures, en fait, c'est vraiment une quête d'opportunités patrimoniales. Ce sont les ménages qui regardent le plus la revente, qui envisagent le plus la revente, qui parfois mettent en location leur parc. Et ça, c'est un fait aussi important, mais ma collègue y reviendra dans la prochaine table ronde. On a une part quand même significative de multipropriétaires dans notre échantillon. 8 ménages sur 42 sont multipropriétaires de logements, ce qui témoigne donc de l'entrée d'investisseurs via la vente HLM. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a une cartographie un peu précise dans ces stratégies-là? J'imagine que, on y reviendra dans la deuxième table ronde, mais ils vont aller chercher, donc, dans l'idée d'une décote, quelque chose qui soit susceptible d'être vendu assez vite et donc qui est dans des coins qui sont plutôt très recherchés? Oui, tout à fait. On a vraiment une géographie de la vente et des profils sociaux qui recoupent un peu les inégalités préexistantes des marchés locaux de l'habitat. Pour être très clair, les classes populaires vont accéder aux quartiers les moins valorisés de nos terrains, le plus souvent aux marges de grand ensemble ou au sein de QPV. C'est là où les prix de logement sont les plus faibles et où les possibilités de revente avec plus-value sont les plus limitées, tandis que les ménages aisés vont investir dans les zones valorisées où les décotes en valeur absolue sont les plus importantes, où les possibilités de plus-value donc sont également massives, et les classes moyennes, elles, vont plutôt acheter dans ce qu'on a appelé les quartiers en cours de valorisation, c'est-à-dire en tout cas dans le cas de la métropole européenne de Lille, sur les fronts de la gentrification de Lille, à savoir les quartiers de Moulins, Fives, Oisem, où on les a trouvés très massivement. Si on parle des trajectoires des classes populaires, est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Quels sont un petit peu... Oui. Est-ce qu'il y a un profil type? Alors, il n'y a pas forcément de profil type. En revanche, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que un des faits majeurs, que ce soit pour les PCS supérieurs ou pour les PCS populaires, c'est qu'on a quand même des ménages qui ont des trajectoires plus heurtées, à savoir des ménages qui sont marqués par des séparations, des veuvages, des divorces, avec une part, comme le mentionnait Johanna Liss, importante de femmes, où l'accession par la vente HLM donc permet à des femmes d'accéder à la propriété. On a aussi une part plus importante de ménages nés à l'étranger qui vont accéder à la propriété alors qu'ils sont plus souvent marginalisés sur les marchés du logement en France. Et on a une part extrêmement importante d'acquéreurs seuls, qu'ils soient en couple ou non, et qui témoigne en fait de se dire que l'accession par la vente HLM est un moyen de constituer un capital propre, notamment au moment où il peut y avoir des fragilités familiales. Ça permet d'avoir une propriété qui appartient à soi et qui n'est pas mise au pot commun du couple. Et j'imagine que pour eux, cette dimension anthropologique dont on parlait, cette sécurisation est de fait beaucoup plus importante. Quelle valeur ils donnent à cette trajectoire ? Eh bien, alors, elle est très différente en fonction du positionnement social des ménages. Vraiment, pour les ménages de PCS supérieurs, il y a vraiment cette quête d'opportunité patrimoniale. Ouais. Voilà, je vais donner un exemple. On a rencontré un ménage qui, à la fin de l'entretien, nous sort un tableau Excel avec le suivi de toutes les transactions, avec un suivi donc potentiel de sa plus-value de la revente qu'il pouvait obtenir de toutes les transactions de son quartier, avec les prix de vente des maisons, avec une rationalité économique en se disant voilà combien je vais pouvoir tirer si je vends mon bien. Donc ça, c'est vraiment les PCS supérieurs, peu indépendantes, qui ont vraiment cette rationalité en disant la revente m'importe et la plus-value m'importe. Et puis pour des PCS populaires qui investissent beaucoup plus la valeur d'usage, c'est leur seul et unique moyen d'accéder à la propriété, qui investissent très fortement leur logement pour principalement le toit qu'ils leur offrent au-dessus de la tête. Merci beaucoup, Johanno. Vincent Christia, depuis Lyon Métropole Habitat, est-ce que vous voyez peu ou prou la même chose? Ces trajectoires, on voit qu'il y a quand même une grande hétérogénéité. L'objectif était à la base de créer aussi des logiques de trajectoires résidentielles. On voit bien qu'il y a un peu des effets pervers.
Oui, alors après, moi j'ai des chiffres qui sont de nouveau, je les évoquais tout à l'heure, qui me paraissent être quand même assez différents de ceux que vous avez constatés sur la métropole de Lille, pour ce qui me concerne. Et je les réindique rapidement, mais je vous parlais tout à l'heure de 60% de nos acquéreurs qui sont des locataires du parc social. Donc on est à une... Alors, après, on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide, mais en tout cas, on est au-delà de la moitié largement sur nos publics. Après, ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais je rentre un peu plus dans le détail par rapport à cette question-là. Donc 60% issus du parc social. En fait, il y en a en vrai 80% qui ont des revenus éligibles au parc social. Donc ça veut dire que du coup, j'en ai 20% supplémentaires qui aujourd'hui sont souvent locataires du parc privé, mais en fait sont éligibles au parc social et sont dans des critères de revenus qui conviennent au parc social. Donc vous voyez que du coup, ça fait quand même 80% de nos acquéreurs qui sont dans ces classes-là. Et quand on les répartit par revenus, parce que vous parliez aussi un peu des typologies de revenus, ou en tout cas de classes populaires ou cadres, moi je vais vous les classer plutôt par typologie de revenus liés au loyer du logement social, parce que c'est comme ça qu'on réfléchit chez nous souvent. Mais là aussi, si je reprends nos 10 dernières années de vente, c'est à peu près 20% d'acquéreurs qui ont des revenus, donc les plus bas revenus, donc le PLAI, qui ont des revenus éligibles au PLAI, c'est 20% d'acquéreurs. Le plus, c'est 40% d'acquéreurs. Le PLS, c'est 20% d'acquéreurs, donc on arrive à, vous voyez, à 80% dont je vous parlais. Et après, donc, on sort des revenus du logement social pour les 20% qui restent. Et là, ils vont se répartir à dire moite-moite. Donc c'est 10%. On va dire loyer intermédiaire, 10% au-delà. Donc voilà, c'est ça un peu, si vous voulez, les grandes lignes. Donc c'est vrai que c'est toujours pareil, on peut... Non mais justement, Vincent Christian, comment vous faites? Parce qu'on voit bien qu'il y a des logiques d'opportunité et qu'il y a une rationalité économique qui se met en place. Moi je la constate, avec des logiques, je la constate pas. Enfin, je pense que chez nous, on n'a pas... Comment vous faites? De nouveau, je pense qu'on va chercher aussi beaucoup de prospects parmi les locataires du parc, Ouais. parmi des gens qui sont éligibles à ces logements-là. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, je crois qu'on a des cas qui sont extrêmement limités si on a des cas de particuliers investisseurs, tels que vous. Vous en avez eu? En fait, je ne peux pas le savoir, parce que je ne regarde pas ce qui se passe après, Ouais. mais en tout cas, nous, ce qu'on regarde, c'est effectivement, dans nos commissions d'accession, c'est les profils type des acquéreurs, en tout cas des potentiels acquéreurs. Si vous voyez que... primo-accédants, parce qu'on a, Ouais, on a c'est ça. 90% de personnes qui sont locataires, donc en fait, on a 9 personnes sur 10 qui achètent qui aujourd'hui sont des primo-accédants. Si vous voyez quelqu'un... Voilà, ça limite quand même pas mal les risques. Après, effectivement, ce qui est certain, c'est que sur ce type de vente, on n'a pas tous les garde-fous qui nous permettent d'éviter ça à terme. Donc ça veut dire que soit vous suivez votre intuition en disant bon, ce dossier-là, il me paraît, et c'est pas vraiment ça qu'on recherche. Est-ce que vous avez la possibilité de refuser un acquéreur? Comment... On a des critères qui sont assez clairs, hein, donc en fait on n'a pas vraiment de possibilité de choisir qui on veut à partir du moment où les critères sont remplis. Mais par contre, effectivement, on est assez vigilant sur ce type de dossier. Après, je le redis, hein, on n'en a pas beaucoup parlé là, mais vous l'évoquerez plus tard. On a de plus en plus de ventes aussi en bail réel solidaire. Et donc c'est vrai que dans la philosophie générale, on voit bien que ce dispositif-là, même s'il a des inconvénients, parce qu'effectivement, on a des décotes qui sont plus élevées. Alors, il n'y a pas vraiment de marché aujourd'hui, hein, donc c'est vrai qu'on ne sait pas bien en fait dans quel niveau de prix se situer, vu qu'il n'y a pas vraiment encore de marché. Mais clairement, c'est sûr que moi, je trouve que dans la philosophie de ce type de vente, c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, on garde au fond une capacité dans la durée à maîtriser ce qui va se passer sur ce bien en termes de public qui sera possiblement demain un deuxième ou un troisième acquéreur, hein, puisque ce sera des acquéreurs qui auront l'obligation de tenir les revenus aussi de logement social. Et puis effectivement, il y a des clauses antispéculatives qui sont assez fortes. Donc ça, c'est intéressant. Là, vous commencez à vous y mettre, Vincent Christophe, que ça représente... on a déjà quasiment 20% de nos ventes en BRS. D'accord, donc c'est une partie importante déjà. Et en fait, c'est intéressant parce que par rapport au public, vous voyez aussi, on n'a pas parlé de ça, mais moi, les sauts de charge qu'on constate, on va dire, quand on passe d'un loyer plus charge à une acquisition, souvent ça représente de 100 à 150 euros supplémentaires pour la personne qui du coup passe du logement social à un logement qu'elle achète. Donc il y a quand même un saut assez important, hein, de 150 euros. Quand on le fait en bail réel solidaire, souvent ça peut être neutre, voire même inférieur. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des situations de locataires du parc qui vont se retrouver avec des annuités qui sont inférieures à leur loyer.
Donc là, on voit bien que tout l'intérêt aussi de ce dispositif avec des profils du coup d'acquéreurs qui sont plutôt des personnes, des familles monoparentales, des familles avec et qui sont plutôt PLAI du coup. Ouais. Merci Vincent Christia. Florence Laurier, je me tourne vers vous. Hop, tenez. On a quand même un petit sujet. Comment on peut éviter cet aspect un peu spéculatif? Est-ce que ça, vous avez la possibilité de traiter cette question? Alors, je rejoins ce que disait Vincent Christia. Sur le sujet des clauses antispéculatives, je pense qu'on pourrait faire mieux. Nous, on fait le constat qu'effectivement, sur nos locataires occupants qui achètent du parc et les personnes qui achètent du logement vacant, donc ce qu'on appelle communément les tiers, on a des petits distinguos sociologiques, donc avec des locataires occupants qui sont plus modestes en fait que les tiers. C'est raisonnablement marqué comme différence et plus de 90% des tiers sont sous plafond de revenus PLAI plus 11 qui est la référence en accession sociale. Donc on est bien dans la mission. Pour autant, on a parfois des cas de dossiers, alors heureusement c'est très très à la marge, mais de personnes dont on sait qu'elles vont acheter pour investir et qui ne sont pas dans la philosophie de la vente HLM telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Comment vous voyez ça? Quels sont les red flags quand vous voyez arriver le dossier? Alors là, on a eu un red flag énorme il n'y a pas longtemps, mais une fois encore, heureusement, ce sont des dossiers très isolés, mais des personnes qui n'habitent pas dans l'Union européenne, mais plutôt des pays du Golfe, qui payent comptant. Voilà, donc là, le red flag... C'est vrai qu'on est très loin de la philosophie. Exactement. Et on n'est pas très armé en fait pour refuser ces dossiers-là. Donc nous, on a choisi d'avoir réglementairement tort. Voilà, je le dis à mon voisin de gauche, mais politiquement raison. C'est-à-dire que sur ces dossiers-là, on est amené à faire des choix qui nous placent un petit peu en dehors de la réglementation. Vous êtes en dehors des clous, mais j'imagine que c'est quand même plutôt, philosophiquement, vous êtes plutôt dans les clous, mais ce risque-là, vous l'assumez? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui. Il y a quand même un risque d'image certain derrière. Complètement. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et ce qui nous fait quand même dire que le sujet des ordres de priorité sur la vente HLM pourrait peut-être être un petit peu retravaillé. Là, par exemple, ne serait-ce que restreindre des ventes, les réserver à des habitants de l'Union européenne, ça pourrait déjà avoir du sens au regard des dossiers. Ce qui paraît quand même basique, que j'énonce. Et puis les clauses antispéculatives, elles s'appliquent essentiellement aux locataires occupants puisqu'ils bénéficient d'une décote, alors que les tiers, ils sont réputés acquérir à un prix qui est non négocié. Donc ils sortent du champ des clauses antispéculatives. Et ça, à quelques reprises, ça nous a dérangés aussi. Voilà. Donc peut-être qu'il y a un travail un peu plus fin à faire sur ces clauses-là. De la même manière, on ne peut acheter normalement qu'un seul logement en vente HLM. Aujourd'hui, il n'y a pas de fichier centralisé chez les notaires qui permettent de faire ce contrôle-là. Donc il y a des petits points d'ajustement à trouver, je pense. Ce que disait aussi Vincent Christia au début de cette table ronde, d'avoir aussi fait le choix de mettre des moyens sur cet aller vers dans un accompagnement, ça c'est aussi quelque chose qu'il faudrait mettre en œuvre selon vous pour essayer de s'adresser véritablement aux premiers concernés dans cette idée de trajectoire résidentielle? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est notre travail au quotidien. Donc les locataires sont accompagnés à travers tout un processus de commercialisation, d'accompagnement en conseil, en financement aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a certains acquéreurs qui ne savent pas ce qu'ils peuvent mobiliser comme aide, que ce soit le prêt à taux zéro, que ce soit les prêts d'Action Logement également. Et ça, dans un plan de financement, ça permet de diminuer de quelques points quand même, enfin pas de quelques points, ça fait un ou mais ça deux peut faire points la dans le meilleur différence. des cas, mais ça fait la différence surtout en ce moment. Et le sujet du BRS est aussi un sujet
d'avenir parce que aujourd'hui on pratique encore peu la vente HLM en BRS, on fait plutôt du BRS dans le neuf, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille collectivement. En tout cas, nous, c'est un dossier qu'on s'apprête à ouvrir. Merci beaucoup. Johan Lacorte, on voit bien qu'il y a peut-être encore un peu des trous dans la raquette. Oui, alors pour moi, vraiment, là, on est vraiment au cœur des enjeux et on voit bien que les travaux des chercheurs illustrent bien un certain nombre de situations qui peuvent apparaître clairement contradictoires avec les objectifs qui étaient poursuivis et dans d'autres cas qui méritent encore attention pour mieux comprendre les stratégies qui sont à l'œuvre. J'entends aussi le sujet des ajustements réglementaires qu'il faut faire, enfin je le partage, hein, je voudrais juste dire ça aussi. Toucher à la loi sur les priorités pour les sessions, ça peut se faire évidemment. Faut bien maîtriser la manière dont ça sort du Parlement. Donc voilà, c'est un sujet à part entière. Voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, voilà, il y a une question d'opportunité politique pour. Non, mais sincèrement, il y a une question d'opportunité politique pour ouvrir ces sujets-là sur une discussion législative. Ensuite, sur la rationalité économique qu'on évoquait. On peut s'interroger quand même sur le fait de savoir si, oui ou non, accéder à la propriété, dans tous les cas, c'est mieux que de disposer le temps qu'il faut dans le logement social. Pour moi, la réponse à cette question, elle n'a pas un caractère d'évidence. Passer, quand on a un très faible montant de revenus, passer à une situation de propriétaire, ça veut dire payer des charges supplémentaires, ça veut dire peut-être aussi, si on est mal conseillé, avoir pris un crédit à taux variable. Voilà, je ne sais pas dans quelle mesure, ou en tout cas si dans tous les cas, ça participe d'une stabilisation d'un parcours social, d'un parcours de vie. Ça, c'est vraiment un point d'attention pour nous. Et effectivement, les travaux des chercheurs doivent pouvoir le mettre en évidence. Il y a un deuxième sujet, c'est la deuxième génération de propriétaires. Qui sont-ils ? Est-ce qu'on peut avoir, peut-être à l'occasion de futurs programmes de recherche, un suivi longitudinal de ces parcours ? Là aussi, je pense que c'est un point d'attention pour bien comprendre au moment où on évaluera sans doute cette politique publique ou enfin de vente, ou qu'on voudra la réorienter, peut-être aussi. Est-ce qu'on disposera de la profondeur temporelle suffisante pour pouvoir voir dans la durée les effets que ça fait sur le long terme. Voilà. Ce sont des interrogations qui aujourd'hui que nous avons et sur lesquelles les travaux des chercheurs seront essentiels. Merci beaucoup, Johan Lacorte. C'est à vous. Je suis certaine que vous avez moult questions à poser ou des remarques ou pas. Eh bien, écoutez, 1, 2, on commence là-haut. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour, Antoine Pochon, Idéal. J'ai une question sur les clauses antispéculatifs ou en tout cas sur la possibilité de louer le logement qu'on achète, un logement HLM qu'on aurait acheté. En tout cas, on sait que, enfin moi je sais, et c'est pour ça que j'aimerais des précisions, dans le BRS, c'est pas possible. On ne peut pas être titulaire d'un BRS et le louer. En revanche, si je comprends bien, on peut louer son logement HLM qu'on a acheté. On peut acheter un logement HLM en BRS. Alors, qu'est-ce qui s'applique au niveau de cette clause-là? Est-ce que vous pouvez m'éclaircir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Monsieur. Oui, Jean-Pierre Comte, Polylogis. Moi, je voulais peut-être vous donner les résultats, si on peut dire, dans notre groupe. 80 000 logements gérés. On est assez loin des moyennes que vous avez données. C'est pourquoi je témoigne. D'abord, en moyenne 5% des produits, nous en sommes loin. On est plutôt à 3%. On a fait 300 ventes l'année dernière, donc sur 80 000 logements. Vous voyez que c'est même pas 0,5%. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur, où est-ce que vous êtes situé? Polylogis, c'est un groupe national. On a 80% du parc en Ile-de-France, 20% dans 3 autres régions. Merci beaucoup. Voilà. Et pour revenir aussi au sujet qui est quand même au cœur des injonctions contradictoires entre la mixité sociale et la volonté que nous avons tous de loger les plus défavorisés. Ceci étant, pourquoi on n'atteint pas, et de loin, les 1%? Je vois, moi, 2 raisons essentielles. La première, c'est que la loi Elan, en 2018, a donc prévu que les conventions d'utilité sociale s'appliquaient
concernant la vente aux habitants, quel que soit, après, ça s'imposait aux communes. Dans la réalité, c'est une co-construction et nombre de villes, pour de très bonnes raisons, ne souhaitent pas et ne veulent pas la vente du patrimoine HLM. Donc. Et la deuxième raison, c'est que récemment, en 2021 ou 2022, je ne sais plus, il y a eu l'interdiction, qui se comprend aussi très bien, de vendre du patrimoine HLM dans les communes carencées sur la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui impose d'avoir 25% de logements dans les villes. Donc, je termine là-dessus. En termes de, comment dirais-je, opportunité excellente, chasse au trésor, je ne sais plus quels sont les termes qu'on emploie, pour la vente du patrimoine HLM, compte tenu de l'interdiction qu'on comprend très bien de vendre dans les communes carencées, qui sont par ailleurs les communes les plus recherchées, la chasse au trésor, excusez-moi, elle n'est quand même pas si évidente que ça. Merci. Merci beaucoup. Qui peut répondre concernant les possibilités de location avec ou sans BRS? Ouais, Vincent, Alors, peut-être. pour ce qui nous concerne, nous, c'est pas possible, parce que l'acquéreur, il a une obligation normalement d'être domicilié en résidence principale dans son logement. Alors après, de nouveau, nous, on n'est pas là pour vérifier ce qu'il en fait, mais en tout cas, c'est bien les conditions dans lesquelles il achète. Mais est-ce que, Vincent, quand vous dites on n'a pas les moyens de vérifier parce que réglementairement il n'existe rien ou parce qu'il faudrait... Non, juste parce qu'après, nous, on ne va pas taper à sa porte pour savoir qui habite dedans. Bien sûr. Une fois qu'il a acheté, après, effectivement, ça fait partie des clauses qui sont prévues très spécifiquement. Sur la suite, peut-être, Johan Lacorte, sur ce que vient de nous dire monsieur. Je ne sais pas s'il appelle davantage de commentaires. Ouais. Je partage globalement ce qui a été dit. Sur les objectifs, oui, par définition, j'allais dire, les politiques publiques doivent arriver à dépasser des objectifs qui en apparence ou spontanément apparaissent contradictoires. Donc voilà. Après, sur l'enjeu finalement de cet outil qui est la vente HLM, tel qu'il avait été initialement présenté, qui était de dégager une possibilité de financement. Évidemment, moi aujourd'hui, je suis en difficulté pour vous répondre de manière plus large sur les leviers de financement dont pourrait bénéficier le secteur, puisque le gouvernement sortant s'était engagé sur de nombreux travaux avec la filière des bailleurs sociaux d'une part, avec la Caisse des dépôts et consignations d'autre part, côté État aussi, un certain nombre de sujets étaient sur la table. Vous les avez en tête, et avec des conséquences financières structurantes. Pour l'instant, on ne sait pas quel sera le futur gouvernement, évidemment, donc on ne sait encore moins quelle sera sa politique en la matière. Ce qui est certain, c'est que l'État, dans ce contexte-là, assure une continuité et remettra, pour ce qui le concerne, les sujets sur lesquels nous avions travaillé jusqu'à présent. Merci beaucoup. Adriana, rapidement, sur les communes carencées. Oui, tout à fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, les marges de manœuvre des communes déficitaires ou carencées au regard de la loi sont un peu plus importantes que pour les autres. Par exemple, les communes qui ne sont pas soumises aux obligations de la loi, je mentionnais les communes rurales en particulier. Ce qui est important aussi, c'est le regard à une échelle plus fine, c'est-à-dire les ventes, notamment dans les agglomérations, dans les marchés les plus tendus, se concentrent dans les parties du parc qui sont les plus valorisées, où c'est le plus difficile de reconstituer l'offre de logement social. Donc cela va à l'encontre des principes de mixité sociale par l'offre, c'est-à-dire c'est très difficile, une fois que l'on vend dans les quartiers où il y a peu de logement social, de reconstruire sur ces mêmes quartiers du logement social, puisqu'on vend moins en quartier prioritaire de la ville, là où le logement social est déjà concentré. Merci beaucoup. Merci à tous les 6. Vincent Crescia, Adriana Diaconou, Johan Lacorte, Johanna Lys, Florence Laurier, Johan Mio. Merci pour cette première table ronde. On a fait un petit peu le point sur la réalité de cette vente HLM. Merci à vous. Je vous laisse regagner la salle.